C'est avec plaisir que je reçois aujourd'hui sur Radio Quicongrogne Monsieur Richard Morier. Bonjour. Bonjour. Alors nous allons parler d'un roman que vous venez de sortir, mais avant j'aimerais connaître un peu plus Richard Morier, un bourlingueur. Ah oui, comme je disais, je suis arrivé dans l'Allier par hasard et j'y suis resté par choix, mais j'ai bien parcouru le monde avant. Oui. Alors qu'est-ce que vous avez fait avant de vous installer dans l'Allier ? Plein de choses. Mais c'est vrai que j'ai pour philosophie dans la vie de ne jamais refuser une porte qui s'ouvre. Et j'ai fait mille et une choses. Je crois que l'une des rares choses que je n'ai pas faites, ça doit être gardien de zoo, peut-être. Ouais. Mais j'ai vécu sur tous les continents. J'ai travaillé un peu partout. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai pas mal survécu et pas mal créé et bourlingué. Et je suis arrivé dans l'Allier l'esprit plein, la tête pleine. Alors vous êtes arrivé sur Vichy au départ ? À peu près, Ghana on va dire. Ghana, d'accord. Et puis maintenant vous êtes installé où ? Alors je suis en montagne bourbonnaise, j'ai travaillé à Ghana pendant une dizaine d'années et je me suis occupé du cinéma de Ghana. Et ensuite j'ai choisi de m'établir en montagne bourbonnaise parce que j'ai eu un coup de foudre pour cette région. Oui. C'est joli. C'est très joli, c'est très préservé, c'est très sauvage et c'est très calme. Voilà, donc en montagne bourbonnaise, et là c'est calme pour travailler, pour écrire ? C'est calme pour tout, pour respirer. Pour respirer aussi. Pour prendre le temps de vivre, oui, absolument. Alors, ce roman qui est sorti il y a 1 mois ou 2, c'est ça. Ça s'appelle La 7e lettre. Alors, au départ, ça devait plutôt être un film ? Alors, au départ, c'est un film. Moi, je suis scénariste et réalisateur. C'était un film et le problème des films c'est le budget. Oui. Si maintenant j'écris un livre, je peux inventer une attaque de martiens et des continents qui explosent et qui s'effondrent, ça me coûte qu'un peu d'encre et 2 pages de papier, alors qu'un film ça va tout de suite coûter beaucoup plus cher. Donc le budget n'était pas réuni. Je me suis dit c'est quand même dommage cette histoire que j'aime beaucoup de la laisser comme ça, donc je me suis aventuré à l'adapter en roman. Et je suis venu ici vous la présenter parce que c'est la particularité d'être un coup de foudre. J'étais venu faire des reportages par ici dans votre bocage bourbonnais. Et j'étais tombé vraiment très amoureux de cet endroit, du charme du bocage. Et en fait, cette histoire, c'est une histoire inspirée d'une histoire vraie, mais c'est une histoire qui s'inscrit ici. C'est-à-dire qu'on parle de Bourbon, on parle de Agonge, on parle de Franchesse. Voilà, donc c'est vraiment dans notre secteur et un peu plus particulièrement sur Agonge. Hein. C'est ça, le cœur de l'histoire en fait, c'est une ferme qui se trouve sur la commune d'Agonge, je ne dis pas laquelle parce qu'elle n'existe pas vraiment, mais la place d'Agonge, la place du village d'Agonge qui est si jolie, si typique de nos villages français de cette région du centre de la France, m'a tellement séduit que forcément c'est là quoi. Alors l'histoire de ce roman, on dirait sur d'autres radios, le pitch. Ah, le pitch, le fameux pitch. Écoutez, l'idée forte de cette histoire, ce sont 2 destins, 4 destins, mais 2 groupes de destins. Un en 1914, à la veille de la guerre, un autre en 1994, de nos jours, on va dire. Et en fait, l'idée, c'est que le couple que l'on retrouve en 1914 et le couple qui sont en 1994 ont des destins qui pourraient être parallèles, alors qu'on pourrait penser que tout les sépare. Et j'aime bien, moi, l'idée quand même, c'est le temps et un lieu séparé par 80 ans qui a une vie. Vous savez, des fois, on rentre dans des maisons et on a l'impression qu'on voit ou l'on sent les fantômes des gens qui y ont vécu. Oui. C'est particulièrement vrai d'ailleurs à Bourbon, moi j'ai passé par hasard un après-midi entier sur un banc devant les thermes, on a l'impression qu'on sent les passants du temps passé, hein, qui étaient là en toilette et qui promenaient sur ces terrasses-là. Et Bourbon est une ville qui est très, très empreinte de cette histoire de la Belle Époque. Et j'ai eu envie d'écrire une histoire qui faisait cette espèce de passerelle dans le temps où ces personnages d'aujourd'hui fréquentent les ombres des personnages d'antan. Et sur la place d'Agonge se croisent des gens d'aujourd'hui et les ombres des gens d'avant. Voilà, le temps passe, mais les hommes sont toujours des hommes. Je le crains.
C'est la problématique de la condition humaine, c'est qu'on n'y échappe pas, et qu'on parle de guerre, de haine ou d'amour. En fait, les moteurs sont toujours les mêmes, les ressorts sont toujours les mêmes, et on croit qu'on échappe à cette condition humaine. Le propre de notre pseudo-modernité, c'est de penser qu'on échappe à nos conditions humaines, alors qu'on y est assujetti totalement et complètement, et peut-être plus que jamais. On a cette prétention, cet orgueil extraordinaire de penser qu'on peut se séparer de la nature, se séparer du monde, se séparer des autres, alors que c'est le fondement même de notre nature, c'est d'être attaché à notre environnement et aux gens qui y vivent. Voilà, ça c'est important, et on se rend compte aussi que rien ne sert vraiment de leçon. Ah, certainement pas. Voilà, donc notre pauvre condition humaine, mais tellement agréable quand même. Mais surtout, on peut pas s'en émanciper. Oui. On ne peut pas s'en émanciper. Et il faut savoir l'accepter et en tirer un parti. J'ai vu une étude extraordinaire qui essayait de quantifier le pourquoi du bonheur des gens. Et on a regardé des gens très riches, des gens qui voyageaient beaucoup, des gens, plein de gens différents, qui avaient plein de vies différentes. Et on s'est aperçu que les gens qui vivaient le plus vieux et qui avaient le sentiment d'être le plus heureux n'étaient de loin pas les plus riches, mais c'était les gens qui avaient des rapports humains. Avec leurs voisins, avec une association, que sais-je. Et c'est ces gens-là qui vivaient le plus vieux et qui étaient les plus heureux. Voilà, tirons-en les conclusions qu'on en veut. Ouais, c'est ça. C'est intéressant et à réfléchir quand même. Donc, c'est un roman qui s'appelle La 7e lettre. Cette lettre est au cœur de l'histoire ? Les lettres sont au cœur de l'histoire. Quand deux personnes qui s'aiment sont séparées, maintenant c'est plus par SMS évidemment, mais à cette époque-là, on parle de 1914, c'était des lettres. Et ces lettres, il y en a 7 que ces gens-là se sont échangés, plus la 7e, qui est une lettre qui revient, qui est une lettre de la République, une lettre officielle, donc je laisse aux gens le soin de lire, mais qui est une lettre évidemment décisive, une lettre à tampon officiel. C'est une histoire vraie. J'avais commencé à écrire une histoire qui était de cette inspiration-là, et j'ai rencontré Emmanuel Dufour, qui est un homme extrêmement extraordinaire, intéressant, qui est le directeur de l'Office national des anciens combattants, de l'Allier et victimes de guerre. Et je lui ai dit, est-ce que dans vos archives d'anciens combattants, il n'y a pas une personne qui correspondrait, qui aurait eu à peu près le même destin que mon héros ? Et il m'a dit, oui, mon grand-oncle. Voilà. Et voilà, c'est à ce moment-là que Emmanuel Dufour m'a mis en contact avec mon héros, et ça a été un grand moment. Et à ce moment-là, j'ai pu coller l'histoire d'une jeune personne amoureuse et qui est partie à la guerre en 14, comme beaucoup de nos jeunes gens dans les campagnes ou dans les villes. Les ouvriers, les paysans sont beaucoup partis, et qui n'est pas revenu. Et sa fiancée l'a attendu toute sa vie, Catherine et Valentin. C'est Valentin Dubois. Alors, c'est pas une histoire sur la guerre ? Alors, c'est pas une histoire sur la guerre, c'est une histoire de l'humain à travers des moments difficiles. Parce qu'il y a évidemment Valentin Dubois et Catherine qui vivent en 14 à Agronges, tout près d'ici, et qui, lui, part à la guerre. C'est son choix, il se porte volontaire. Il n'en reviendra pas. Mais il y a les gens qui ont acheté la même maison, mais 80 ans plus tard, qui vivent des choses aussi. Et qui sont des choses d'aujourd'hui où il n'y a pas de guerre. Aujourd'hui, on ne vit pas la guerre chez nous, on la vit ailleurs. On a d'autres guerres, d'autres moments, d'autres difficultés. Donc, ça ne parle pas que de la guerre, non. D'accord. Voilà, ça fait peur un petit peu pour les futurs romanciers, ces histoires de lettres, parce qu'on n'écrit plus de lettres maintenant. Comment on va retenir des moments comme ça, des moments importants de l'homme ? Eh bien, ils nous le diront dans un siècle. On verra ça. Ah, j'en sais rien. On le verra peut-être pas d'ailleurs, mais c'est déjà le monde, les mondes des gamins d'aujourd'hui. Ils vont se débrouiller avec ça. Je ne sais pas comment ils vont faire. Alors, ce roman, puisque le film, il est pas carrément dans un tiroir, mais c'est un peu difficile à mettre en place. Réunir un budget comme ça, il faut trouver de l'argent. On parle de entre 5 et 10 millions. Vous comprenez bien qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est quasi impossible, quoi. D'accord. Donc pour l'instant, on va se contenter du roman, et on le trouve où ? Alors ce roman se trouve aujourd'hui
dans notre boutique qui s'appelle www.lesfilms19.com, 19 en chiffres, donc www.lesfilms19.com. Il y a un onglet boutique, vous le trouvez là, on le vend par correspondance. Pour ceux qui... Il n'est pas en vente dans des boutiques réelles. Par exemple, il n'est pas à la Maison de la Presse de Bourbon, parce que la mise en place serait tellement énorme qu'on ne peut pas se permettre ça. Mais vous trouverez cette référence sur les... Il y a aussi la 7e lettre, il y a des liens sur Facebook. Vous tapez la 7e lettre, il y a une page Facebook. Voilà, vous cherchez un petit peu et vous trouverez ce beau roman qui est donc une adaptation d'un scénario, et je crois que ça aide un petit peu à ce que ça soit presque un film. Alors, je l'ai écrit, moi je suis pas un littérateur au sens propre du terme. Il y a des codes d'écriture, des codes de littérature. Moi, je suis beaucoup plus des codes d'écriture de scénario. Ce qui fait que ça donne au style de ce livre une fluidité très particulière. Et beaucoup de gens ont dit, c'est comme lire un film. Donc ça va vous permettre de rentrer dans l'histoire. Il y a des ellipses, donc des moments Vous savez, il y a un exemple que je cite très souvent. Quand vous voulez décrire un personnage, il y a 2 méthodes. Il y a la méthode classique de la littérature du 19e siècle. On prend Victor Hugo, par exemple, Balzac, Zola. Ils vont vous mettre 10 pages pour décrire un personnage. C'est quelquefois un peu long, oui. Ça peut être long, et c'est plus dans les codes de communication moderne. Ouais. Les jeunes gens, maintenant, ils sont dans YouTube. Il faut que ça aille tout de suite à l'action, tout de suite au principal du questionnement. Donc moi... J'ai une fois rencontré quelqu'un qui me parlait de littérature et qui me citait un auteur dont j'ai oublié le nom et d'un livre dont j'ai oublié le titre. Mais je n'ai pas oublié la première phrase. Et la première phrase, il décrivait un personnage féminin et il disait « Elle était une frange et un imperméable ». Et le personnage est là. D'accord. C'est-à-dire que la deuxième méthode, qui n'est pas celle de Victor Hugo et de nos grands littérateurs classiques, c'est de, stimuler l'imaginaire du lecteur qui, lui, va construire le personnage. Et moi, je procède beaucoup comme ça, c'est-à-dire que je donne des petites intentions comme ça, et c'est le spectateur qui construit le personnage. Et si vous prenez une amoureuse, une jeune première, une femme qui doit être belle, dont on doit se tomber amoureux ou l'aimer, etc., je ne pourrai jamais la faire aussi belle que tout le monde va tomber amoureux d'elle. En revanche, de suggérer à la personne que c'est la personne qu'ils attendent, forcément, bien sûr, ils vont imaginer la plus belle femme du monde. C'est le principe de ce livre, et tout est comme ça. C'est-à-dire que vous vous glissez sans vous rendre compte dans votre propre imaginaire, mais à travers un chemin que moi j'ai dessiné. Ouais. C'est ça qui est intéressant dans les romans, oui, de pouvoir se créer les personnages et tout ça. C'est vrai que quelquefois les grands auteurs, c'est un peu trop précis. Voilà, c'est un souci du détail que certains recherchent et qui déstabilise parfois certains lecteurs qui ont l'habitude de ces codes et qui se retrouvent un peu... Il dit, mais elle est comment cette femme ? Elle dit, elle est comme toi, tu as envie qu'elle soit, en fait. Comme vous voulez. Voilà. Très bien, donc à découvrir la 7e lettre, roman donc, qui se passe du côté d'Agonge, écrit par Richard Morier, qui est bourbonnais maintenant, on peut le dire, hein. Ah, de cœur en tout cas. De cœur. Alors vous savez que maintenant on est officiellement des Bourbonnais. Hein. Je suis ravi parce que je ne savais pas comment dire les gens d'Allier. Oui. Alors voilà. Les aliénés, c'était bizarre. C'était pas terrible. C'était pas terrible. Donc je suis ravi de savoir que nous sommes Bourbonnais. Nous sommes Bourbonnais, tout en étant auvergnats, mais on est quand même Bourbonnais d'abord. Alors le prochain projet de Richard Morier, c'est un autre film. Alors ça, c'est un projet qui lui est en passe d'aboutir puisque... C'est un conte de Noël qui va se tourner avec Thierry Lhermitte, Valérie Mérès, Roland Giraud, Bruno Solo et j'en oublie parce que... Nicole Ferroni. Nicole Ferroni, et bien sûr que j'adore. C'est un conte de Noël, c'est une comédie familiale et on est très avancé puisqu'on est en train de discuter avec des partenaires, des grands producteurs canadiens, suisses, belges et luxembourgeois. Et le film devrait se tourner... Pour l'instant, pour autant que je sache, parce que c'est encore dans les tuyaux, ça devrait se tourner au Canada au printemps prochain. D'accord, donc pour Noël 2019... Dans 1 an et demi, oui. On aura ça. Oui. Très bien. Donc ça s'appelle Le Père Noël a disparu. Il paraît. Aïe. Bon, alors à suivre et à voir ce film. Alors, c'est plus facile de monter un gros film avec des vedettes, on trouve plus facilement des financements ?
Rien n'est facile. Non, c'est pas facile. En fait, le Père Noël a disparu a plu pour 2 raisons. Le premier, c'est évidemment le scénario. J'ai la faiblesse de croire qu'il était bon et j'ai eu la faiblesse de croire qu'il était bon et ça s'est confirmé. Tout le monde l'a beaucoup, beaucoup aimé. Ainsi que les comédiens. Donc, quand j'amène vers un producteur un projet comme ça, j'amène un scénario qui tient la route et j'ai amené une distribution magnifique. Un film de Noël avec Thierry Lhermitte, vous imaginez bien. Thierry Lhermitte, 40 ans plus tard, la boucle est bouclée parce qu'il y a eu le Père Noël est une ordure. Oui, dont on commence à se lasser, donc c'est bien qu'il y ait autre chose. Ça reste un film culte classique, quand même. C'est un immense classique de nos Noëls depuis 40 ans maintenant. Et je trouvais comment dire, le clin d'œil très, très extraordinaire. Et tout le monde pense la même chose. La presse que j'ai contactée commence déjà à s'intéresser au projet, a envie d'interviewer l'un ou l'autre. Et quand j'ai envoyé les scénarios, parce que j'ai pas fait l'article, j'ai en fait joint Thierry Lhermitte, Ferroni, VMRS et tous ces gens-là, je leur ai envoyé le scénario, je dis lisez, si ça vous plaît, vous me dites. Et ils ont tous accepté et ont voulu faire le film. Je n'ai pas eu besoin de faire l'article. D'accord. Ça, c'était bien. Même Ferroni, elle m'a dit, vous savez, moi, vous pouvez toujours me l'envoyer, je refuse tout. J'ai dit, mais Nicole, lisez-le, et dit, vous me direz. Et 2 semaines après, son agent m'a appelé, elle m'a dit, on l'a lu, on a adoré, on veut le faire. Et Nicole Ferroni, pour moi, c'était très important, parce que c'est une personne de radio, déjà, puisqu'on est dans la radio qui Cangrogne. Mais Ferroni, c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup. Voilà, donc on va attendre Le Père Noël a disparu pour l'année prochaine. Et alors ça correspond à combien de temps de tournage ? Faut plusieurs mois ? Oh non, le tournage, c'est très court, c'est 5 semaines. Ah oui, 5 semaines. C'est au prix que ça coûte, on vous dit 5 semaines, on ne peut pas faire un jour de moins. D'accord. Donc non, le tournage, c'est très court, la préparation, c'est beaucoup plus long, il y a 2 mois de préparation réelle, ensuite 5 semaines de tournage et 3-4 mois de post-prod. On sera sur les premiers écrans professionnels pour présenter le film aux alentours de 1er novembre. Mais il y a... Quand on va faire le film, pendant toute la fabrication du film, donc pendant les 8 mois qui vont précéder, on va se mettre en lien avec toutes les salles de cinéma et toutes les écoles de France pour que les gens puissent suivre la fabrication du film avec nous, en direct, sur une page Facebook, sur Instagram, que sais-je. On va créer une animation de réseau et tous les gens vont pouvoir accompagner la fabrication du film sur 1 an. Ça, c'est une très bonne idée. Alors, la 7e lettre, Le Père Noël a disparu, ça, c'est pas fait complètement, mais je suis sûr qu'il y a d'autres scénarios en cours. Plein Alors, les tiroirs. Le Louche disait, et je suis assez d'accord avec lui, il disait, j'ai une bonne idée de film chaque matin quand je me lève, et j'en tourne un tous les 5 ans. C'est ça. Vous voyez le déchet, enfin je veux dire la chute, l'extraordinaire sélection qu'il y a. Donc les idées, forcément, il y en a plein, mais il y a des choses déjà écrites ? Oui, j'ai 2-3 scénarios d'avance. Je les laisse un peu dormir et je les finirai quand l'idée viendra. Et là, je viens de terminer l'adaptation en roman du film du Père Noël a disparu. Je l'ai fait en roman pour qu'il sorte ce Noël. Et puis, j'ai un autre roman dans la tête qui est en train de mûrir tout doucement. Donc, oui, non, ce n'est pas les occupations qui manquent. Ouais. Très bien. Eh bien, on attend toutes ces nouvelles choses de Richard Morier. Est-ce que c'est pas trop difficile d'habiter l'Allier et de faire un travail comme ça, surtout avec des gens qui sont à Paris ? Ah, mais ce qui est difficile, c'est de vivre à Paris. C'est Oui, pas vivre à Montagne-Bourbonnaise. Vous savez, un coup de train, on y est. Hein. Ouais. Prendre la voiture depuis la grande banlieue parisienne où on serait condamné à vivre pour aller sur Paris, ça prendrait pas beaucoup moins de temps. Non, j'ai aucun problème par rapport à ça. Il y a des trains toutes les heures. Je vais à Paris 1 fois par mois, 2 fois par mois quand il le faut. Et je suis tellement content. J'arrive à la gare de Bercy, puisque nous sommes condamnés à la gare de Bercy maintenant. J'arrive en gare de Bercy, je rentre en apnée et je ne recommence à respirer quand le train démarre dans l'autre sens. D'accord. Donc l'Allier, c'est pour bien respirer et ça prouve qu'on peut travailler à la campagne et avoir quand même de bons contacts avec Paris. Hein, c'est pas un souci. Mais vous savez que Stephen King, qui est un des auteurs les plus lus au monde, vit dans une toute petite ville du Maine, au nord des États-Unis. Il n'habite pas à New York ni Los Angeles. Hein. On peut faire du cinéma ou de la littérature en dehors des grandes capitales. En revanche, il est certain que pour tourner, il faut être sur place au moins les 2-3 mois de travail. Voilà, c'est ça. Il faut prendre un certain temps quand même sur place. Donc, on vous conseille ce roman, La 7e lettre, que vous pouvez donc trouver sur Internet. Bonne idée de cadeau de Noël ? Excellente. Hein ? Il y a la 7e lettre qui est déjà là, sur les www.lesfilms19.com, et vous avez Le Père Noël qui a disparu,
paraît-il, qui sort incessamment sous peu. Pas pour ce Noël-là. Hein, Ah non, ça c'est le livre. Ah ouais, j'ai eu peur. Non, pour cette Noël, les enfants peuvent se rassurer, il n'a pas disparu complètement. D'accord, très bien. Mais vous savez, le Père Noël ne disparaît pas. Il ne disparaît que de l'esprit des gens qui n'y croient plus. C'est ça. C'est ça, il faut y croire. Il faut y croire. Merci beaucoup Richard Morier. C'est moi. Et puis, dès qu'il y a du nouveau, vous êtes le bienvenu à Radio Kikongon. Merci Brigitte. Au revoir. Au revoir.